Rome n'est plus dans Rome. Elle doit périr ou s'égaler désormais à la moitié du monde. Ces toits, ces terrasses, ces îlots de maisons que le soleil couchant dore d'un si beau rose ne sont plus, comme au temps de nos rois, craintivement entourés de remparts. J'ai reconstruit moi-même une bonne partie de ceux-ci le long des forêts germaniques et sur les landes bretonnes. Chaque fois que j'ai regardé de loin, au détour de quelques routes ensoleillées, une acropole grecque et sa ville parfaite comme une fleur, reliée à sa colline comme le calice à sa tige, je sentais que cette plante incomparable était limitée par sa perfection même, accomplie sur un point de l'espace et dans un segment du temps. Sa seule chance d'expansion, comme celle des plantes, était sa graine, la semence d'idées dont la Grèce a fécondé le monde. Mais Rome, plus lourde, plus informe, plus vaguement étalée dans sa plaine au bord de son fleuve, s'organisait vers des développements plus vastes. La cité est devenue l'État. J'aurais voulu que l'État s'élargît encore, devint ordre du monde, ordre des choses. Des vertus qui suffisaient pour la petite ville des 7 collines auraient à s'assouplir, à se diversifier, pour convenir à toute la terre. Rome, que José le premier qualifiait d'éternelle, s'assimilerait de plus en plus aux déesses mères des cultes d'Asie. Progénitrice des jeunes hommes et des moissons, serrant contre son sein des lions et des ruches d'abeilles. Mais toute création humaine qui prétend l'éternité doit s'adapter au rythme changeant des grands objets naturels, s'accorder au temps des astres. Notre Rome n'est plus la bourgade pastorale du vieil Évandre, grosse d'un avenir qui est déjà en partie passé. La Rome de proie de la République a rempli son rôle. La folle capitale des premiers Césars tend d'elle-même à s'assagir. D'autres Roms viendront, dont j'imagine mal le visage, mais que j'aurai contribué à former. Quand je visitais les villes antiques, saintes mais révolues, sans valeur présente pour la trace humaine, je me promettais d'éviter à ma Rome ce destin pétrifié d'une Thèbes, d'une Babylone ou d'une Tyr. Elle échapperait à son corps de pierre, elle se composerait du mot d'État, du mot de citoyenneté, du mot de république, une plus sûre immortalité. Dans les pays encore incultes sur les bords du Rhin, du Danube ou de la mer des Bataves, chaque village défendu par une palissade de pieux me rappelait la hutte de roseaux, le tas de fumier où nos jumeaux romains dormaient gorgés de lait de louve. Ces métropoles futures reproduiraient Rome. Au corps physique des nations et des races, aux accidents de la géographie et de l'histoire, aux exigences disparates des dieux ou des ancêtres, nous aurions à jamais superposé, mais sans rien détruire, l'unité d'une conduite humaine, l'empirisme d'une expérience sage. Rome se perpétuerait dans la moindre petite ville où des magistrats s'efforcent de vérifier les poids des marchands, de nettoyer et d'éclairer leurs rues, de s'opposer au désordre, à l'incurie, à la peur, à l'injustice, de réinterpréter raisonnablement les lois. Elle ne périrait qu'avec la dernière cité des hommes. Humanitas, felicitas, libertas. Ces beaux mots qui figurent sur les monnaies de mon règne, je ne les ai pas inventés. N'importe quel philosophe grec, presque tout Romain cultivé, se propose du monde de la même image que moi. Mis en présence d'une loi injuste parce que trop rigoureuse, j'ai entendu Trajan s'écrier que son exécution ne répondait plus à l'esprit des temps. Mais cet esprit des temps, j'aurais peut-être été le premier à y subordonner consciemment tous mes actes, à en faire autre chose que le rêve fumeux d'un philosophe ou l'aspiration un peu vague d'un bon prince. Et je remerciais les dieux, puisqu'ils m'avaient accordé de vivre à une époque où la tâche qui m'était échue consistait à réorganiser prudemment un monde et non à extraire du chaos une matière encore informe, ou à se coucher sur un cadavre pour essayer de le ressusciter. Je me félicitais que notre passé fût assez long pour nous fournir d'exemples, et pas assez lourd pour nous en écraser. Que le développement de nos techniques fût arrivé à ce point où il facilitait l'hygiène des villes, la prospérité des peuples, et pas à cet excès où il risquerait d'encombrer l'homme d'acquisitions inutiles. Que nos arts, arbres un peu lassés par l'abondance de leurs dons, fussent encore capables de quelques fruits délicieux. Je me réjouissais que nos religions vagues et vénérables, décantées de toute intransigeance ou de tout rite farouche, nous associassent mystérieusement aux songes les plus antiques de l'homme et de la terre, mais sans nous interdire une explication laïque des faits, une vue rationnelle de la conduite humaine. Il me plaisait enfin que ces mots mêmes d'humanité, de liberté et de bonheur n'eussent pas encore été dévalués par trop d'applications ridicules. Je vois une objection à tout effort pour améliorer la condition humaine. C'est que les hommes en sont peut-être indignes.
mais je l'écarte sans peine. Tant que le rêve de Caligula restera irréalisable et que le genre humain tout entier ne se réduira pas à une seule tête offerte au couteau, nous aurons à le tolérer, à le contenir, à l'utiliser pour nos fins. Notre intérêt, bien entendu, sera de le servir. Mon procédé se basait sur une série d'observations faites de longue date sur moi-même. Toute explication lucide m'a toujours convaincu. Toute politesse m'a conquis, tout bonheur m'a presque toujours rendu sage. Et je n'écoutais que d'une oreille les gens bien intentionnés qui disent que le bonheur énerve, que la liberté amollit, que l'humanité corrompt ceux sur lesquels elle s'exerce. Il se peut. Mais dans l'état habituel du monde, c'est refuser de nourrir convenablement un homme émacié de peur que dans quelques années il lui arrive de souffrir de pléthore. Quand on aura allégé le plus possible les servitudes inutiles, évité les malheurs non nécessaires, il restera toujours, pour tenir en haleine les vertus héroïques de l'homme, la longue série des maux véritables, la mort, la vieillesse, les maladies non guérissables, l'amour non partagé, l'amitié rejetée ou trahie, la médiocrité d'une vie moins vaste que nos projets et plus terne que nos songes. Tous les malheurs causés par la divine nature des choses. Il faut l'avouer, je crois peu aux lois. Trop dures, on les enfreint et avec raison. Trop compliquées, l'ingéniosité humaine trouve facilement à se glisser entre les mailles de cette nasse traînante et fragile. Le respect des lois antiques correspond à ce qu'il y a de plus profond la piété humaine. Il sert aussi d'oreiller à l'inertie des juges. Les plus vieilles participent de cette sauvagerie qu'elles s'évertuent à corriger. Les plus vénérables sont encore le produit de la force. La plupart de nos lois pénales n'atteignent heureusement peut-être qu'une petite partie des coupables. Nos lois civiles ne seront jamais assez souples pour s'adapter à l'immense et fluide variété des faits. Elles changent moins vite que les mœurs. Dangereuses quand elles retardent sur celles-ci, elles le sont davantage quand elles se mêlent de les précéder. Et cependant, de cet amas d'innovations périlleuses ou de routines surannées, émergent çà et là, comme en médecine, quelques formules utiles. Les philosophes grecs nous ont enseigné à connaître un peu mieux la nature humaine. Nos meilleurs juristes travaillent depuis quelques générations dans la direction du sens commun. J'ai effectué moi-même quelques-unes de ces réformes partielles qui sont les seules durables. Toute loi, trop souvent transgressée, est mauvaise. C'est au législateur à l'abroger ou à la changer, de peur que le mépris où cette folle ordonnance est tombée ne s'étende à d'autres lois plus justes. Je me proposais pour but une prudente absence de lois superflues, un petit groupe fermement promulgué de décisions sages. Le moment semblait venu de réévaluer toutes les prescriptions anciennes dans l'intérêt de l'humanité. En Espagne, aux environs de Tarragone, un jour où je visitais seule une exploitation minière à demi abandonnée, un esclave dont la vie déjà longue s'était passée presque tout entière dans ces corridors souterrains se jeta sur moi avec un couteau. Point illogiquement, il se vengeait sur l'empereur de ses 43 ans de servitude. Je le désarmai facilement. Je le remis à mon médecin. Sa fureur tomba, il se transforma en ce qu'il était vraiment, un être pas moins sensé que les autres et plus fidèle que beaucoup. Ce coupable que la loi sauvagement appliquée eût fait exécuter sur le champ devint pour moi un serviteur utile. La plupart des hommes ressemblent à cet esclave. Ils ne sont que trop soumis. Leurs longues périodes d'hébétude sont coupées de quelques révoltes aussi brutales qu'inutiles. Je voulais voir si une liberté sagement entendue n'en eût pas tiré davantage, et je m'étonne que pareille expérience n'ait pas tenté plus de princes. Ce barbare condamné au travail des mines devint pour moi l'emblème de tous nos esclaves, de tous nos barbares. Il ne me semblait pas impossible de les traiter comme j'avais traité cet homme, de les rendre inoffensifs à force de bonté, pourvu qu'ils sussent d'abord que la main qui les désarmait était sûre. Tous les peuples ont péri jusqu'ici par manque de générosité. Sparte eût survécu plus longtemps si elle avait intéressé les Ilotes à sa survie. Atlas cesse un beau jour de soutenir le poids du ciel et sa révolte ébranle la terre. J'aurais voulu reculer le plus possible, éviter s'il se peut le moment où les barbares au dehors, les esclaves au dedans, se rueront sur un monde qu'on leur demande de respecter de loin ou de servir d'en bas, mais dont les bénéfices ne sont pas pour eux. Je tenais à ce que la plus déshéritée des créatures, l'esclave nettoyant les cloaques des villes, le barbare affamé rôdant aux frontières, eût intérêt à voir durer Rome. Je doute que toute la philosophie du monde parvienne à supprimer l'esclavage. On en changera tout au plus le nom. Je suis capable d'imaginer des formes de servitude pires que les nôtres, parce que plus insidieuses. Soit qu'on réussisse à transformer les hommes en machines stupides et satisfaites, qui se croient libres alors qu'elles sont asservies,
soit qu'on développe chez eux, à l'exclusion des loisirs et des plaisirs humains, un goût du travail aussi forcené que la passion de la guerre chez les races barbares. À cette servitude de l'esprit ou de l'imagination humaine, je préfère encore notre esclavage de fait. Quoi qu'il en soit, l'horrible état qui met l'homme à la merci d'un autre homme demande à être soigneusement réglé par la loi. J'ai veillé à ce que l'esclave ne fût plus cette marchandise anonyme qu'on vend sans tenir compte des liens de famille qu'il s'est créés, cet objet méprisable dont un juge n'enregistre le témoignage qu'après l'avoir soumis à la torture au lieu de l'accepter sous serment. J'ai défendu qu'on l'obligeât au métier déshonorant ou dangereux, qu'on le vendît aux tenanciers de maisons de prostitution ou aux écoles de gladiateurs. Que ceux qui se plaisent à ces professions les exercent seuls, elles n'en seront que mieux exercées. Dans les fermes où les régisseurs abusent de sa force, j'ai remplacé le plus possible l'esclave par des colons libres. Nos recueils d'anecdotes sont pleins d'histoires de gourmets jetant leurs domestiques aux murènes, mais les crimes scandaleux et facilement punissables sont peu de choses au prix de milliers de monstruosités banales, journellement perpétrées par des gens de bien au cœur sec que personne ne songe à inquiéter. On s'est récrié quand j'ai banni de Rome une patricienne riche et considérée qui maltraitait ses vieux esclaves. Le moindre ingrat qui néglige ses parents infirmes choque davantage la conscience publique, mais je vois peu de différence entre ces deux formes d'inhumanité. La condition des femmes est déterminée par d'étranges coutumes. Elles sont à la fois assujetties et protégées, faibles et puissantes, trop méprisées et trop respectées. Dans ce chaos d'usages contradictoires, le fait de société se superpose au fait de nature. Encore n'est-il pas facile de les distinguer l'un de l'autre. Cet état de choses si confus est partout plus stable qu'il ne paraît l'être. Dans l'ensemble, les femmes se veulent telles qu'elles sont. Elles résistent au changement ou l'utilisent à leur seule et même fin. La liberté des femmes d'aujourd'hui, plus grande ou du moins plus visible qu'au temps ancien, n'est guère qu'un des aspects de la vie plus facile des époques prospères. Les principes et même les préjugés d'autrefois n'ont pas été sérieusement entamés. Sincères ou non, les éloges officiels et les inscriptions tombales continuent à prêter à nos matrones ces mêmes vertus d'industrie, de chasteté, d'austérité qu'on exigeait d'elles sous la République. Ces changements réels ou supposés n'ont d'ailleurs modifié en rien l'éternelle licence de mœurs du petit peuple, ni la perpétuelle pruderie bourgeoise, et le temps seul les prouvera durables. La faiblesse des femmes, comme celle des esclaves, tient à leurs conditions légales. Leur force prend sa revanche dans les petites choses où la puissance qu'elles exercent est presque illimitée. J'ai rarement vu d'intérieur de maison où les femmes ne régnaient pas. J'y ai souvent vu régner aussi l'intendant, le cuisinier ou l'affranchi. Dans l'ordre financier, elles restent légalement soumises à une forme quelconque de tutelle. En pratique, dans chaque échoppe de subur, c'est d'ordinaire la marchande de volailles ou la fruitière qui se carre en maîtresse au comptoir. L'épouse d'Atianus gérait les biens de la famille avec un admirable génie d'homme d'affaires. Les lois devraient le moins possible différer des usages. J'ai accordé à la femme une liberté accrue d'administrer sa fortune, de tester ou d'hériter. J'ai insisté pour qu'aucune fille ne fût mariée sans son consentement. Ce viol légal est aussi répugnant qu'un autre. Le mariage est leur grande affaire. Il est bien juste qu'elle ne la conclue que de plein gré. Une partie de nos maux provient de ce que trop d'hommes sont honteusement riches ou désespérément pauvres. Par bonheur, un équilibre tend de nos jours à s'établir entre ces deux extrêmes. Les fortunes colossales d'empereurs et d'affranchis sont choses du passé. Trimalcion et Néron sont morts. Mais tout est à faire dans l'ordre d'un intelligent réagencement économique du monde. En arrivant au pouvoir, j'ai renoncé aux contributions volontaires faites par les villes à l'empereur qui ne sont qu'un vol déguisé. Je te conseille d'y renoncer à ton tour. L'annulation complète des dettes des particuliers à l'État était une mesure plus risquée, mais nécessaire pour faire table rase après 10 ans d'économie et de guerre. Notre monnaie s'est dangereusement déprimée depuis un siècle. C'est pourtant au taux de nos pièces d'or que s'évalue l'éternité de Rome. À nous de leur rendre leur valeur et leur poids solidement mesurés en choses. Nos terres ne sont cultivées qu'au hasard. Seuls des districts privilégiés, l'Égypte, l'Afrique, la Toscane et quelques autres, ont su se créer des communautés paysannes savamment exercées à la culture du blé ou de la vigne. Un de mes soucis était de soutenir cette classe, d'en tirer des instructeurs pour des populations villageoises plus primitives ou plus routinières, moins habiles. J'ai mis fin au scandale des terres laissées en jachère par des grands propriétaires peu soucieux du bien public. Tout champ non cultivé depuis 5 ans appartient désormais aux laboureurs qui se chargent d'en tirer parti. Il en va à peu près de même des exploitations minières.
La plupart de nos riches font d'énormes dons à l'État, aux institutions publiques, aux princes. Beaucoup agissent ainsi par intérêt, quelques-uns par vertu, presque tous finalement y gagnent. Mais j'aurais voulu voir leur générosité prendre d'autres formes que celle de l'ostentation dans l'aumône, leur enseigner à augmenter sagement leurs biens dans l'intérêt de la communauté, comme ils ne l'ont fait jusqu'ici que pour enrichir leurs enfants. C'est dans cet esprit que j'ai pris moi-même en main la gestion du domaine impérial. Personne n'a le droit de traiter la terre comme l'avare son pot d'or. Nos marchands sont parfois nos meilleurs géographes, nos meilleurs astronomes, nos plus savants naturalistes. Nos banquiers comptent parmi nos plus habiles connaisseurs d'hommes. J'utilisais les compétences, je luttais de toutes mes forces contre les empiétements. L'appui donné aux armateurs a décuplé les échanges avec les nations étrangères. J'ai réussi ainsi à supplanter à peu de frais la coûteuse flotte impériale. En ce qui concerne les importations de l'Orient et de l'Afrique, l'Italie est une île et dépend des courtiers du blé pour sa subsistance depuis qu'elle n'y fournit plus elle-même. Le seul moyen de parer au danger de cette situation est de traiter ces hommes d'affaires indispensables en fonctionnaires surveillés de près. Nos vieilles provinces sont arrivées dans ces dernières années à un état de prospérité qu'il n'est pas impossible d'augmenter encore. Mais il importe que cette prospérité serve à tous, et non pas seulement à la banque d'Hérode Atticus ou aux petits spéculateurs qui accaparent toute l'huile d'un village grec. Aucune loi n'est trop dure qui permette de réduire le nombre des intermédiaires dont fourmillent nos villes. Race obscène et ventrue, chuchotant dans toutes les tavernes, accoudée à tous les comptoirs, prêt à saper toute politique qui ne l'avantage pas sur le champ. Une répartition judicieuse des greniers de l'État aide à enrayer l'inflation scandaleuse des prix en temps de disette. Mais je comptais surtout sur l'organisation des producteurs eux-mêmes, des vignerons gaulois, des pêcheurs du Pont-Euxin, dont la misérable pitance est dévorée par les importateurs de caviar et de poissons salés qui s'engraissent de leurs travaux et de leurs dangers. Un de mes plus beaux jours fut celui où je persuadai un groupe de marins de l'archipel de s'associer en corporation et de traiter directement avec les boutiquiers des villes. Je ne me suis jamais senti plus utilement prince. Trop souvent, la paix n'est pour l'armée qu'une période de désœuvrement turbulent entre deux combats. L'alternative à l'inaction ou au désordre est la préparation en vue d'une guerre déterminée, puis la guerre. Je rompis avec ces routines. Mes perpétuelles visites aux avant-postes n'étaient qu'un moyen parmi beaucoup d'autres pour maintenir cette armée pacifique en état d'activité utile. Partout, en terrain plat comme en montagne, au bord de la forêt comme en plein désert, la Légion étale ou concentre ses bâtiments toujours pareils, ses champs de manœuvre, ses baraquements construits à Cologne pour résister à la neige, à l'embèse, à la tempête de sable, ses magasins dont j'avais fait vendre le matériel inutile, son cercle d'officiers auquel préside une statue du prince. Mais cette uniformité n'est qu'apparente. Ces quartiers interchangeables contiennent la foule chaque fois différente des troupes auxiliaires. Toutes les races apportent à l'armée leurs vertus et leurs armes particulières, leur génie de fantassin, de cavalier ou d'archer. J'y retrouvais à l'état brut cette diversité dans l'unité qui fut mon but impérial. J'ai permis aux soldats l'emploi de leurs cris de guerre nationaux et de commandements donnés dans leur langue. J'ai sanctionné les unions des vétérans avec les femmes barbares et légitimé leurs enfants. Je m'efforçais ainsi d'adoucir la sauvagerie de la vie des camps, de traiter ces hommes simples en hommes. Au risque de les rendre moins mobiles, je les voulais attachés aux coins de terre qu'ils se chargeaient de défendre. Je n'hésitais pas à régionaliser l'armée. J'espérais rétablir à l'échelle de l'Empire l'équivalent des milices de la jeune République, où chaque homme défendait son champ et sa ferme. Je travaillais surtout à développer l'efficacité technique des légions. J'entendais me servir de ces centres militaires comme d'un levier de civilisation, d'un coin assez solide pour rentrer peu à peu là où les instruments plus délicats de la vie civile se fussent émoussés. L'armée devenait un trait d'union entre le peuple de la forêt, de la steppe et du marécage, et l'habitant raffiné des villes, école primaire pour barbares, école d'endurance et de responsabilité pour le grec lettré ou le jeune chevalier habitué aux aises de Rome. Je connaissais personnellement les côtés pénibles de cette ville, et aussi ses facilités, ses subterfuges. J'annulai les privilèges. J'interdis les congés trop fréquents accordés aux officiers. Je fis débarrasser les camps de leurs salles de banquet, de leurs pavillons de plaisir et de leurs coûteux jardins. Ces bâtiments inutiles devinrent des infirmeries, des hospices pour vétérans. Nous recrutions nos soldats à un âge trop tendre et nous les gardions trop vieux, ce qui était à la fois peu économique et cruel. J'ai changé tout cela. La discipline auguste se doit de participer à l'humanité du siècle.
Nous sommes des fonctionnaires de l'État, nous ne sommes pas des Césars. » Cette plaignante avait raison, que je refusai un jour d'écouter jusqu'au bout et qui s'écria que si le temps me manquait pour l'entendre, le temps me manquait pour régner. Les excuses que je lui fis n'étaient pas de pure forme. Et pourtant, le temps manque. Plus l'Empire grandit, plus les différents aspects de l'autorité tendent à se concentrer dans les mains du fonctionnaire-chef. Cet homme pressé doit nécessairement se décharger sur d'autres d'une partie de ses tâches. Son génie va consister de plus en plus à s'entourer d'un personnel sûr. Le grand crime de Claude ou de Néron fut de laisser paresseusement leurs affranchis ou leurs esclaves s'emparer de ces rôles d'agents, de conseillers et de délégués du maître. Une portion de ma vie et de mes voyages s'est passée à choisir les chefs de file d'une bureaucratie nouvelle, à les exercer, à assortir le plus judicieusement qu'il se peut les talents aux places, à ouvrir d'utiles possibilités d'emploi à cette classe moyenne dont dépend l'État. Je vois le danger de ces armées civiles. Il tient en un mot, l'établissement de routine. Ces rouages montés pour des siècles se fausseront si l'on y prend garde. C'est au maître à en régler sans cesse les mouvements, à en prévoir ou en réparer l'usure. Mais l'expérience démontre qu'en dépit de nos soins infinis pour choisir nos successeurs, les empereurs médiocres seront toujours les plus nombreux, et qu'il règne au moins un insensé par siècle. En temps de crise, ces bureaux bien organisés pourront continuer à vaquer à l'essentiel, remplir l'intérim, parfois fort long, entre un prince sage et un autre prince sage. Certains empereurs traînent derrière eux des files de barbares liés par le cou, d'interminables processions de vaincus. L'élite des fonctionnaires que j'ai entrepris de former me fait autrement cortège. Le conseil du prince, c'est grâce à ceux qui le composent que j'ai pu m'absenter de Rome pendant des années et n'y rentrer qu'en passant. Je correspondais avec eux par les courriers les plus rapides, en cas de danger par les signaux des sémaphores. Ils ont formé à leur tour d'autres auxiliaires utiles. Leur compétence est mon œuvre. Leur activité bien réglée m'a permis de m'employer moi-même ailleurs. Elle va me permettre, sans trop d'inquiétude, de m'absenter dans la mort.